Salut à tous, alors dans cette vidéo qui est davantage destinée aux débutants, je voudrais parler de comment sécuriser sa crypto. Donc pour faire ça, je vais commencer par parler de la différence entre le mécanisme des banques, le mécanisme bancaire qu'on a aujourd'hui, versus le mécanisme de crypto qu'on a aussi aujourd'hui et qu'on peut utiliser dès maintenant. Je vais parler de blockchain et de son fonctionnement. Je vais parler de plateformes centralisées et de plateformes décentralisées. Je vais parler de porte-monnaie ou de wallet, les wallets froids notamment, et donner quelques exemples comme Ledger, Decent, Trezor, MetaMask, Xume, etc., qui sont autant de wallets différents avec leurs avantages et leurs inconvénients, et plus ou moins de sécurité selon les cas. Donc dans un premier temps, je vais vous raconter la principale différence qu'on voit entre le système actuel, le système bancaire, et le système de la crypto-monnaie, qui finalement commence à plus être si nouveau, qui est déjà en fonction, et qui est utilisable par tous dès maintenant. Donc je vous fais un petit schéma pour vous expliquer la principale différence entre le système bancaire et les cryptos. Donc si je fais simple et clair, j'aime bien vulgariser. Donc ça c'est vous, disons A, ça c'est votre ami, disons B, et vous voulez envoyer de l'argent de A vers B. Et bien aujourd'hui, vous avez simplement une banque qui est la vôtre, et lui a sa banque qui est la sienne. Et du coup, vous allez devoir envoyer de l'argent à la banque, qui va l'envoyer à l'autre banque. Alors ça peut passer par une banque centrale selon les cas, mais bon, peu importe, ne compliquons pas. Et la banque va l'envoyer à votre ami. Donc premièrement, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est votre banque actuellement qui détient votre compte. C'est pas votre compte à vous. Donc à part si vous avez une mallette de cash sous le lit, qui est bien à vous. Le reste, c'est votre banque qui possède votre argent. Et d'ailleurs, vous le voyez bien aujourd'hui, c'est elle qui décide si vous pouvez envoyer de l'argent et combien vous pouvez envoyer d'argent. Donc tout ça, c'est le système actuel, c'est-à-dire que ça passe par les banques pour aller de A vers B. Demain, avec le système de la crypto-monnaie, ça peut passer par le même schéma si vous décidez de ne pas gérer directement de la crypto-monnaie, mais que vous n'avez pas envie de comprendre comment ça fonctionne et vous voulez continuer à passer par les banques. Les banques auront toujours la possibilité de gérer les comptes pour vous. Mais sinon, de base, la crypto-monnaie, c'est simplement que vous avez votre compte de crypto à vous. On va l'appeler crypto A. Et B a aussi son compte de crypto. Ici, donc crypto B. Et vous pouvez envoyer directement de l'argent de votre compte de crypto à son compte de crypto. Ça ne passe plus par les banques. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, les gouvernements ralentissent beaucoup le développement de la crypto. Notamment, on voit il y a des poursuites en ce moment sur une des plus grosses cryptos qui est XRP. Parce que tout simplement, les banques veulent leur part, ils veulent leur part du gâteau, vous savez, sans rien faire. Ces escrocs, les plus gros escrocs aujourd'hui, c'est les banques, c'est les gouvernements. Et justement, ils veulent leur part, et c'est pour ça que ça ralentit, c'est pour ça que ça peut paraître dangereux, et c'est pour ça aussi qu'on vous raconte que ce qu'on a envie de vous raconter dans les médias. Donc voilà la grosse différence entre les deux. Voilà, maintenant comme j'ai déjà dit, le système bancaire n'est pas mort, puisque beaucoup de gens n'utiliseront jamais la crypto, et le système bancaire sera un système qui sera toujours là pour assister les gens, ou même pour leur rendre la blockchain et la crypto transparentes. Mais de toute façon, le système entier va changer, et toute l'infrastructure financière va basculer sur la crypto, et ça va démarrer dès la fin de cette année. Pour certaines personnes, ce sera complètement transparent, beaucoup n'y verront rien du tout et continueront d'utiliser les banques comme avant, ce sera juste peut-être un peu moins cher et un peu plus rapide, mais c'est pour ça aussi que tout ce système bancaire va rester en place et la crypto n'est pas là pour le remplacer. Pour moi, la crypto est là pour l'aider à aller plus vite et à moindre coût, et pour nous permettre à nous aussi de pouvoir faire des transactions entre êtres humains sans passer par ce système. Mais le point fort de tout ça, je l'espère, c'est de pouvoir passer par le système bancaire ou pas, selon nos souhaits ou notre aptitude à le faire. Donc deuxième concept intéressant, la blockchain. Qu'est-ce que c'est? Comment ça marche? Et pourquoi c'est un système qui est vraiment bien sécurisé, qui a été vraiment bien pensé et qui permet des transactions beaucoup plus sécurisées et beaucoup plus rapides que ce qu'on a aujourd'hui. On y va donc pour la sécurité dans les crypto-monnaies, je vous propose de commencer par un petit schéma et de vous expliquer rapidement. Donc premièrement, qu'est-ce que c'est que la crypto-monnaie? Comment ça marche? Comment c'est stocké? Qu'est-ce que c'est que la blockchain? Et ensuite, où et comment la sécuriser convenablement. Donc déjà, comme vous savez, je fais toujours au plus simple pour que tout le monde comprenne, même ceux qui n'y connaissent pas grand-chose, pour expliquer ce que c'est que la blockchain. Donc imaginons que vous êtes ici et vous voulez envoyer une somme d'argent à une autre personne qui se trouve de l'autre côté. Le principe de la blockchain, c'est qu'on va avoir un ensemble de blocs
reliés entre eux, qui sauvegardent les transactions. Et ces blocs sont répétés plusieurs fois, n fois, ça dépend le protocole, ça dépend la blockchain, ça dépend la crypto. Et globalement, donc, comment ça fonctionne? Bah, vous, par exemple, vous dites: «Je voudrais émettre 100 € à la personne en face». Donc ici, vous émettez 100 € et en fait, c'est répliqué. 100 € et 100 €. Donc cette donnée est répliquée. La transaction est enregistrée dans cette blockchain. Donc la blockchain, simplement, c'est un système informatique qui est réparti sur le réseau internet. Donc le seul moyen finalement de couper ce réseau, ce serait de couper internet. Ce qui semble assez, difficile ou en tout cas, l'argent pourrait être le dernier de nos soucis si on en venait à couper internet. Donc pour reprendre l'exemple, donc je veux envoyer 100 € à une autre personne. J'ai une transaction qui s'inscrit dans les blockchains, donc dans les chaînes de blocs et qui est répliquée. On voit ici qu'il y a 2 réplicas, donc le premier et 2 réplicas. Et puis donc la transaction est enregistrée, elle est calculée et elle parcourt, les différents ordinateurs sur le chemin qui leur permettent de calculer tout ça. Et puis finalement, elle arrive à la deuxième personne. Et là, il y a un système de consensus qui fait que, par exemple, l'autre personne va recevoir des confirmations de transactions. Et si on voit que sur 3 transactions où on a dit qu'on voulait envoyer 100 €, l'autre personne reçoit bien 3 transactions avec 100 € sur chacune, c'est que tout est en ordre et qu'on a bien ces 100 € qui ont été distribués. Donc ici, bah, la personne se voit créditer de 100 €. Et évidemment, l'autre se voit débiter de 100 €. Maintenant, imaginons qu'un petit malin s'installe et essaye de justement, hacker ou tricher dans le système pour transformer une transaction. Et ici, par exemple, bah, il s'affiche 50. Ça lui permettrait quoi? S'il a bien travaillé, ça lui permettrait que la première personne envoie 100 €, la deuxième reçoit 50 et lui, au milieu, quelque part, il se récupère 50 €. Sauf qu'à l'arrivée, donc déjà, c'est une opération assez compliquée, à faire ça sur ces réseaux-là, mais en admettant qu'il y arrive, on voit qu'il y a des systèmes de réplicas, ce qui fait qu'à l'arrivée, on va recevoir par exemple 2 transactions où il y a écrit 100 et une transaction où il y a écrit 50. Là, le système de consensus dit que ça ne peut pas être, les 50 qui sont vrais, donc c'est pas cela et donc on a bien 100 € à la fin. Donc cette personne, elle aura rien du tout. La deuxième est bien créditée de 100 € et la première est débitée de 100 €. Alors vous allez me dire, est-ce que c'est possible d'avoir 2 hacks qui donneraient, 50, donc qui donneraient ça, par exemple? Et ben ça commence à être, je dirais pas que c'est impossible, évidemment, ça reste possible, mais ça commence à être très compliqué puisque, il faut que la personne attaque les bonnes blockchains au bon endroit, sur les bons réseaux et de manière assez synchronisée. Donc ça commence à être assez, difficile de le faire et bien sûr, il y a des blockchains qui n'ont pas que 2 réplicas, pardon, mais qui ont, des dizaines de réplicas, ce qui sécurise encore plus le système de transaction. Donc voilà, ça c'est comment fonctionne une transaction et un porte-monnaie sur le système de la blockchain. Donc là, je viens d'expliquer une transaction, mais finalement un porte-monnaie, c'est simplement un ensemble de transactions qui sont reliées à un utilisateur. Si cet utilisateur a un porte-monnaie, ici, donc s'il n'y avait aucune transaction, maintenant il y en a une de 100 €. Et si lui, il avait un porte-monnaie avec 100 €, et ben, il a une transaction de moins 100 €. Donc il a 0 au final et lui, il a 100 dans son porte-monnaie. Voilà comment ça fonctionne. Donc tout porte-monnaie, pour passer à la suite, tout porte-monnaie, qu'il soit sur un échange ou à vous, ou que ce soit votre propre porte-monnaie, est basé sur ces transactions, sur la blockchain et sur internet. Alors maintenant, quels sont les types de porte-monnaie que l'on peut avoir dans la crypto-monnaie? Alors principalement, de porte-monnaie, il y en a principalement 2. Là aussi, je fais assez simple, mais c'est vraiment ce qui vous servira le mieux. Donc le premier, c'est les échanges. Donc là, on parle de, par exemple, Kraken, Binance, Coinbase, Bitrou, ouais, il y en a des centaines, d'échanges sur internet. Donc ça, c'est les échanges et il y a aussi les
wallet, je dirais, personnel. Alors un échange a un ensemble de wallets personnels. Donc maintenant, qu'est-ce que c'est la différence? Donc un échange, c'est un endroit qui détient des porte-monnaies pour vous, un peu comme votre banque actuelle, et où ben, vous vous connectez avec un mot de passe, et éventuellement avec ce qu'on appelle les 2FA. Donc c'est le Two-Factor Authentication, c'est un deuxième facteur d'authentification, le plus répandu étant Google Authenticator. Donc ça peut être évidemment, si vous avez un 2FA configuré, bah, vous allez être un peu plus sécurisé que juste avec un seul mot de passe. Par défaut, généralement, maintenant, ils mettent le SMS quand même. Et du coup, bah, ça, donc dans l'échange, vous allez vous connecter et ensuite vous allez envoyer ou recevoir soit des cryptos, soit des euros. Donc par exemple, dans la vidéo précédente, on a vu comment créer un compte avec Kraken, qui est un échange, et envoyer des euros et les échanger contre des XRP. Donc au final, après avoir fait cette opération, vous avez des XRP. Alors, est-ce qu'ils sont sécurisés et est-ce qu'ils sont à vous? Donc je dirais oui et non. Dans le sens où ils sont sécurisés parce que bah, vous avez un login, un bon mot de passe, un bon deuxième facteur d'authentification. Donc déjà, c'est pas mal. Par contre, c'est l'échange qui va faire la sécurité. Si l'échange se fait hacker, bah là, vous pouvez rien y faire. Et gros point important, l'argent n'est pas à vous. Comme à la banque, il est détenu par l'échange. Donc si vous avez pris des XRP, l'échange détient des XRP pour vous, c'est les vôtres en un sens. Par contre, si l'échange décide de s'en aller ou que l'échange est tout simplement plus disponible, que vous ne pouvez plus vous y connecter, eh bien vous ne pouvez plus avoir accès à ces XRP. Donc en un sens, la blockchain existe toujours, les cryptos existent toujours sur le réseau Internet, mais vous n'avez plus accès à votre crypto. Donc les échanges, c'est bien pour démarrer, parce que c'est plus simple, mais en sachant que donc vous avez déjà une sécurité supplémentaire parce que les échanges la gèrent plutôt bien, avec votre 2FA notamment. Par contre, attention, l'argent n'est pas à vous et ce n'est pas votre propre porte-monnaie. C'est un porte-monnaie que l'échange vous a créé et détient pour vous. Comme à la banque aujourd'hui, vous avez un compte bancaire, mais si la banque décide de fermer ses portes ou de se barrer avec votre compte, ben vous n'avez rien. Il n'y a que ce que vous avez sous le matelas ou dans votre poche qui est bien à vous. Maintenant, qu'est-ce que c'est qu'un wallet perso? Donc un wallet perso, il y en a plusieurs types. Vous avez le wallet papier. Donc généralement, un porte-monnaie, c'est créé avec l'aide d'une clé privée unique qui vous appartient. Et c'est généralement représenté par un ensemble de 12 ou 24 ou 32 mots. Vous avez dû voir ça si vous avez déjà commencé à en créer. Et ces 12, 24, 32 mots sont une représentation de votre clé privée et de votre clé en fait de votre coffre-fort personnel. Ces mots, vous pouvez les stocker sur papier ou vous pouvez les stocker sur serveur ou PC ou autre. Ensuite, vous avez des wallets dits hardware, c'est-à-dire qu'ils sont un outil physique qui permettent d'accéder ou de valider des transactions. Donc là, on en a plusieurs. Il y a par exemple Ledger, il y a le Decent, il y a Trésor, pour les trois qui me viennent comme ça, qui sont des très bons porte-monnaies. Voilà, donc ça, c'est les ledgers hardware. Et ensuite, vous avez les ledgers, disons, numériques, comme MetaMask. Alors, MetaMask, c'est un outil formidable. C'est un outil hyper puissant et c'est pour moi la banque de demain. C'est l'argent de demain et c'est extrêmement puissant. Donc là, en fait, MetaMask va conserver pour vous votre clé privée avec les 12, 24, 32 mots. Et ensuite, vous pouvez créer plusieurs comptes de crypto sur des réseaux différents sur le compte de MetaMask. Donc quand on parle de porte-monnaie perso, là, c'est vous qui gérez la sécurité, c'est-à-dire que si vous cachez mal ou que vous oubliez votre clé privée, à savoir vos 12, 24, 32 mots, bah, votre porte-monnaie est potentiellement perdue et vous avez perdu ce qu'il y a dedans. Donc, il y a un point où c'est vous qui gérez la sécurité, c'est-à-dire c'est pas simplement comme sur les plateformes d'échange où vous avez besoin d'un nom d'utilisateur et d'un mot de passe, et si vous l'oubliez, ben, il y a des procédures pour le récupérer. Là, quand c'est votre porte-monnaie perso, il n'y a pas de procédure pour le récupérer. Si vous le perdez ou que par inadvertance, quelqu'un d'autre prend possession de vos mots, il a accès à votre porte-monnaie et peut vous prendre ce que vous avez dedans. Donc là, c'est vous qui gérez la sécurité. En contrepartie, ce porte-monnaie est bien à vous et à personne d'autre.
Ça veut dire que personne ne peut vous l'enlever, personne ne peut prendre la main dessus. Tant qu'il est bien sécurisé et que vous avez vos mots bien cachés chez vous ou ailleurs, où vous voulez d'ailleurs, ce porte-monnaie est sécurisé, il est à vous et il vous appartient. Et ensuite, si vous avez besoin, par exemple, vous êtes ici et vous voulez envoyer de l'argent à une autre personne, bah, quand vous êtes sur des porte-monnaies personnels, vous les envoyez directement par ce biais-là, de A à B, si je puis dire, sans intermédiaire. Par contre, si dans le cas d'un échange, bah, ce serait vous vous connectez à l'échange, on va l'appeler E1. De l'échange, vous envoyez, alors soit à l'échange de l'autre personne, dans son porte-monnaie de l'échange, soit directement à lui, dans son porte-monnaie personnel. Mais dans le cas où vous voulez le donner à l'échange 2, lui, pour le récupérer, il va devoir se connecter à l'échange. Je marque connexion, voilà. Il va devoir se connecter à l'échange pour le récupérer. Voilà, c'est pour ça, maintenant, vous savez que une crypto dans un échange, elle est sécurisée en un sens. Par contre, elle ne vous appartient pas vraiment, dans le sens où c'est vraiment l'échange qui a le contrôle sur votre porte-monnaie. Et ensuite, vous avez les porte-monnaies personnelles, où c'est vous qui gérez la sécurité. Par contre, il est bien à vous et personne d'autre ne peut en prendre possession. Et il n'y a que si le réseau Internet et la blockchain s'arrêtent que votre porte-monnaie, ben, on aura peut-être des problèmes à récupérer ce qu'il y a dedans. Mais ça, comme je l'ai dit, ce sera le dernier de vos soucis si ça arrive. Voilà, donc j'ai aussi fait une vidéo rien que pour MetaMask. Allez la regarder, vous allez comprendre plein de choses. C'est plutôt important. MetaMask, c'est assez compliqué au début quand on n'a pas les concepts en tête. Mais quand on a bien compris comment ça fonctionne, on a bien compris l'univers de la crypto, des différents réseaux, plateformes, etc., des différentes blockchains, et la différence entre un réseau et une crypto-monnaie. Et MetaMask, évidemment, c'est un wallet, donc un porte-monnaie. Donc, on vient de voir aussi ce qu'est un échange centralisé, type Binance pour un des plus connus, et vous avez compris le taux de sécurité que vous avez à peu près sur Binance. Donc, c'est pas parce que vous tapez un mot de passe, un SMS, un Google Authenticator, que vous mettez votre pouce sur l'écran, que c'est plus sécurisé dans un échange centralisé. Tout simplement parce que c'est l'échange qui détient vos assets, c'est pas les vôtres. Et si l'échange fait faillite ou se barre, vous avez tout perdu. Et ça s'est vu récemment sur plusieurs plateformes. C'est pour ça que le mieux, c'est d'opter un maximum pour des wallets froids, des wallets à vous, dont vous détenez les clés privées, comme effectivement la Ledger, le Descent, que je recommande particulièrement. Vous avez d'ailleurs des liens, si vous voulez les acheter à prix réduit, vous avez des liens sous ma vidéo, en description de la vidéo. C'est pour moi le meilleur porte-monnaie hardware à ce jour. Vous avez aussi, comme je l'ai mentionné, le Trésor. Donc ça, c'est pour parler de 3 porte-monnaies hardware. Pour moi, c'est ce qu'il y a de meilleur en termes de sécurité parce que ça requiert d'appuyer sur un bouton physique. Ici, par exemple, c'est un bouton physique avec empreinte digitale. Donc pour autoriser chaque transaction qui sort, par exemple, de votre Descent, vous allez devoir appuyer sur l'empreinte digitale avec un doigt, physiquement. Ce qui fait que même si vous faites piquer votre téléphone ou que vous faites hacker votre téléphone, sans cet appui physique et donc sans que la personne ait cet appareil physique, votre crypto est à l'abri. Évidemment, c'est bien sûr si votre clé privée de 12 ou 24 mots est en sécurité, bien cachée et où personne ne peut la trouver. Sauf vous, bien sûr. Donc voilà pour les porte-monnaies hardware qui, à mon sens, offrent le plus de sécurité. Et ensuite, vous avez les porte-monnaies comme MetaMask, donc je dirais les porte-monnaies numériques qui peuvent être des applis de mobile, des applis sur des navigateurs comme là, ou des services sur Internet. Tout ça, ça reste des bons portefeuilles. Vous avez par exemple le wallet Xum aussi, qui est spécifiquement sur le XRP Ledger, donc principalement pour des assets qui vont tourner sur le réseau XRP. Donc il y a énormément de wallets différents, je ne vais pas tous les citer, je ne peux pas tous les citer, je ne les connais même pas tous. Mais en tout cas, il y a 2 sortes de wallets. Il y a les hardware, qui à mon avis sécurisent davantage, et les software, c'est-à-dire que vous n'aurez pas de validation mécanique manuelle avec un bouton sur un device. Et dans tous les cas, votre clé privée, vos 12 ou 24 mots, doivent être conservés à l'abri si vous voulez sécuriser vos cryptos. Donc je viens de parler d'échanges centralisés, comme Binance. Je viens de parler des porte-monnaies ou wallets froids, ceux dont vous détenez la clé privée et qui vont protéger davantage vos avoirs. Donc autant avant, les échanges centralisés étaient vraiment indispensables parce qu'on ne pouvait pas faire autrement si on voulait échanger par exemple de l'Ether contre du Bitcoin ou du XRP. On était obligé par exemple d'amener de l'Ether sur Binance et ensuite d'échanger sur Binance en XRP et ensuite de récupérer les XRP par exemple sur un wallet personnel. Et donc le temps de faire l'échange sur cette plateforme centralisée, ces avoirs sont temporairement plus à vous puisque sur la plateforme centralisée. Aujourd'hui, il y a énormément de plateformes décentralisées qui sont arrivées. Donc il y a par exemple Sologenic pour la plateforme XRP, il y a par exemple Uniswap sur le réseau Ethereum, il y a PancakeSwap sur le réseau Binance,
Et ça, c'est ce qu'on appelle des échanges décentralisés, dans le sens où vous allez par exemple connecter votre porte-monnaie à vous, en appuyant ici par exemple. Ici, donc ça dépend des plateformes, vous avez plusieurs choix. Par exemple, on peut mettre le porte-monnaie MetaMask, ou Trust Wallet, ou plein d'autres. Et une fois que vous avez branché votre porte-monnaie, vous allez pouvoir échanger directement, par exemple, vos BNB contre des cakes ou n'importe quoi qui est sur le réseau Binance. Et vous allez donc pouvoir échanger votre crypto-monnaie sans passer par un échange centralisé. Ça veut dire que dans ce cas-là, la transaction va se faire directement de votre porte-monnaie à votre porte-monnaie. Et après, il y a des services que j'aime bien comme Rubik qui sont donc cross-chain. Ça veut dire que vous allez pouvoir échanger tout en restant dans votre propre porte-monnaie des jetons qui sont sur des chaînes différentes. Là où par exemple Sologenic permet d'échanger des assets sur le réseau XRP seulement, là où Uniswap permet d'échanger sur le réseau Ethereum seulement, et là où PancakeSwap permet d'échanger sur le réseau Binance seulement. Avec des services comme Rubik, vous allez pouvoir par exemple choisir le réseau duquel vous voulez envoyer votre crypto, par exemple du réseau Avalanche et j'ai des AVAX, et vous voulez les échanger par exemple contre du réseau Phantom et je veux des Ethereum. Donc je veux des Ethereum sur le réseau Phantom. Et là, je vais pouvoir faire ce qui s'appelle du cross-chain, cross-blockchain. C'est-à-dire que je vais échanger mes AVAX du réseau Avalanche, donc de la blockchain Avalanche, vers des Ethereum du réseau Phantom. Et tout ça, c'est ce qu'on appelle la DeFi, et ça a apporté beaucoup de sécurité en termes d'échange, puisqu'on n'est plus obligé de laisser nos avoirs dans les échanges centralisés type Binance Kraken. On peut les conserver dans nos propres wallets, et si on a besoin d'échanger, de passer par ces plateformes. Et ça, c'est ce qu'on appelle les plateformes décentralisées. Un dernier point, un wallet ne contient pas la quantité de crypto que vous avez. Un wallet personnel, un wallet froid, un wallet à vous, comme Ledger, comme MetaMask, etc., va contenir simplement la clé privée. C'est-à-dire la clé privée qui vous donne le droit à vous d'accéder à votre compte et de retirer une certaine quantité de crypto-monnaie. Donc le wallet contient simplement la clé privée. La quantité de crypto que vous avez dans chaque avoir ou asset ou crypto ou blockchain, cette information, c'est le réseau, elle est sur Internet, c'est le réseau décentralisé qui détient cette information. Votre wallet se connecte simplement à votre clé privée, à votre compte, sur ce réseau qui est sur Internet. C'est pour ça que même si vous avez une Ledger ou une Decent et que vous la brûlez, vos cryptos ne sont pas perdus. Tant que vous avez votre clé privée avec les 12 ou 24 mots, vous pouvez racheter un Decent, remettre votre clé privée dedans et vous allez retrouver toutes vos crypto-monnaies. Pour vous montrer aussi que tout est sur le réseau, il y a des explorers de blockchain. Ici, par exemple, c'est l'explorer du XRP. Et il y a une bonne transparence de tout ça dans les blockchains. Par exemple, j'ai pris l'adresse de Kraken. Ici, j'ai pris l'adresse XRP de Kraken. Je la rentre ici dans cet explorer et je peux voir que Kraken, sur ce compte-là, a 46 millions de XRP. Et puis, je peux aussi voir toutes les transactions qui ont eu lieu. C'est juste pour dire que tout est stocké sur le réseau Internet et que votre wallet, c'est en fait un accès privé à votre compte sur la blockchain. Ici aussi, par exemple, j'ai le XRP Scan, qui est un autre scanner du réseau XRP. Ici, j'ai mis donc l'adresse de Binance, une adresse de Binance, et on peut voir ici qu'elle a 83 millions de XRP, et on peut voir toutes les transactions. Tout ça, c'est public. Donc c'est public en lecture, c'est-à-dire que je peux le voir, par contre, je ne peux pas en prendre, et je ne peux pas en sortir de là. Le seul moyen de faire ça, c'est de connaître et d'avoir la clé privée de Binance. Et les différents réseaux et blockchains sont disponibles par exemple sur CoinMarketCap. Vous les avez ici dans l'onglet Contrats. Donc ici, j'ai pris le plus connu Ethereum. Et vous pouvez voir ici que je peux avoir des Ethereum sur la Binance Smart Chain, donc le réseau Binance Smart Chain, ou sur plein d'autres réseaux qui apparaissent ici. Si je clique ici, je vais avoir donc accès, là je vais être sur le scanner de Binance, le scanner de la Binance Smart Chain, qui va me permettre de voir des adresses ou des transactions. Et ici, on voit qu'on a une liste de transactions. On voit d'où ça part, où ça va. Donc là, par exemple, on voit que Binance, sur un de ses wallets, a envoyé à cette personne-là 0,007947 Ethereum, puisque on est bien sur la crypto Ethereum dans le réseau Binance. Donc les transactions qui ont lieu là, c'est en Ethereum. Voilà, et je peux tout voir, tout ce qui se passe, tout retracer. Le seul truc que je ne peux pas faire, c'est avoir la main sur ces comptes, puisque je n'ai pas la clé privée de ces comptes. Voilà pour ça, donc pour résumer, si vous voulez sécuriser votre crypto, sortez-là un maximum des échanges. Gardez ce que vous voulez échanger régulièrement sur les échanges si vous voulez, mais le reste, sécurisez-les. Donc vous pouvez les sécuriser sur vos propres wallets où vous détenez vous-même votre clé privée. Et pour ça, vous avez donc les wallets sous forme d'appli, de services internet ou sous forme mécanique, physique, comme Ledger, Decent et Trezor. Voilà, j'espère que c'est plus clair pour ceux qui démarrent et en attendant la suite, je vous dis à très vite.